Carrière ou famille, quel est le meilleur choix? Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Carrière ou famille, est-ce que tu as souvent l'impression de devoir te poser cette question? Si c'est le cas, je pense que ce podcast va t'intéresser. En fait, ce qu'on va voir dans ce podcast avec Jérémy, c'est comment concilier les deux, comment s'organiser pour profiter autant de notre vie de parents ou de notre vie privée et de notre vie de manager. J'ai été invité par Jérémy sur le podcast Papapreneur pour parler de ce sujet et donc ensemble, on va voir les principes, les applications et les éclairages que je pourrais faire sur ce sujet. J'ai un petit peu, c'est l'avantage de l'âge, d'expérience dans les deux domaines et donc c'était l'occasion de vous la partager. C'est pas tellement une habitude chez moi, je suis un petit peu toujours réticent de partager des sujets ayant trait à la vie personnelle, mais là pour le coup je pense que c'était le sujet. Donc on va voir ça tout de suite dans notre conversation avec Jérémy. Mais juste avant, il y a un lien en description du podcast qui va peut-être t'intéresser. Il donne accès à une série de mails qui vont te permettre de mettre en place une organisation à la fois flexible et efficace, justement pour ne plus avoir à te poser la question et ne plus arbitrer entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Bonne écoute. Salut Cédric. Salut Jérémy. Comment tu vas ? Ça va très bien toi. Je suis très heureux de te recevoir sur le podcast, vraiment. Pareil. Ça me fait très plaisir. C'est un bail qu'on n'a pas échangé toi et moi ensemble. Ouais. Et je suis content d'aborder un sujet qu'on n'a jamais abordé ensemble. C'est vrai. Ni en public, ni en privé, façon de parler, à savoir du coup le côté papapreneur. C'est clair. Et même grand papapreneur, comme on le disait. Oui. Alors, grand-père depuis un an. Ça fait un an, je crois, non? Déjà. Elle va avoir 2 ans. Ouais. Déjà 2 ans. Oh, ça passe tellement vite. En fait, j'ai une fille qui a 30 ans déjà. Ok, d'accord. J'ai 3 enfants. Et donc, j'ai une fille qui a 30 ans, un garçon qui a 28 et une fille qui a 18 ans. Ok. Et ma compagne a 3 garçons qui sont dans les âges intermédiaires entre mon fils et ma plus jeune fille. D'accord. Donc 6 à la maison. Alors non, ils sont pas à la maison. Mais oui, ils ont été à la maison à un moment, très clairement. Ouais. Ça fait du monde. Donc oui, papapreneur, ça me parle et je trouve que c'est extra que vous ayez décidé de faire un podcast là-dessus. Je suis presque jaloux de ne pas avoir eu l'idée à l'époque, mais voilà. C'est vrai qu'on a une grosse traversée du désert, Quentin et moi, du coup, mon associé sur ce projet-là, sur le podcast. Ouais. Et on était seuls à l'époque, sans ressources, sans rien, par lui et moi. On échangeait déjà à l'époque, on s'entraidait. Et on s'est dit que le recul, peu de temps après, en fait, mais pourquoi ne pas échanger publiquement par rapport à ce qu'on a traversé, les difficultés, etc. Carrément. Et réellement dépeindre un tableau réaliste des choses en partant du postulat de base que tous les livres de productivité, méthode GTD, j'en passe, ne comportent jamais le terme d'enfant. C'est jamais évoqué. Alors qu'au final, tu dois construire autour. Bien sûr. Tu ne peux pas le mettre en dehors, c'est impossible. Et la question que j'aime poser en premier, Cédric, tu as été papa avant d'être entrepreneur ou l'inverse? J'ai été papa avant d'être entrepreneur. Donc tu t'es lancé avec du coup des enfants déjà à charge et du coup le temps que ça prend, les responsabilités que ça induit. Tout à fait, tout à fait. Et, par contre, peut-être à la différence de certains auditeurs, j'ai pas créé ma première boîte, je l'ai pas créée, je l'ai rachetée. Mais réellement, le process est le même. Avec en plus, je dirais le poids, la pression que tu as quand tu as un emprunt que tu vas devoir rembourser. Et donc, par exemple, le fait que je ne veuille pas mettre ma famille en danger et que je n'avais pas d'argent particulièrement de côté pour racheter une boîte, j'ai fait un emprunt. Et un des premiers conseils que je vais donner à tous les papapreneurs qui voudraient racheter une boîte, c'est surtout de faire très attention à la séparation entre leur patrimoine personnel et leur patrimoine professionnel. Moi, vraiment, j'avais une tranquillité d'esprit induite par le fait que j'avais été extrêmement précautionneux de ce côté-là et que je m'étais fait conseiller juridiquement pour que si j'avais un souci au niveau professionnel, c'est-à-dire si ma boîte ne fonctionnait pas, que j'arrivais plus à la rembourser, on ne puisse pas venir me chercher sur mes peu de biens perso que j'avais. C'est très important. Bien s'entourer d'entrée de jeu, quoi, en cas de rachat d'entreprise. Ouais, c'est ça. Quand il y a de l'argent en jeu, il faut faire attention qu'une défaillance de l'entreprise n'entraîne pas aussi une faillite personnelle. Je veux dire, déjà, à titre personnel, c'est important, mais d'autant plus quand tu as des enfants, quand tu as la responsabilité des enfants. Et tu avais combien d'enfants, du coup, quand tu t'es lancé dans le grand saut d'entrepreneuriat?
Quand j'avais 3 enfants, et j'ai eu une autre fille. Donc, je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai 3 enfants, mais en fait, j'ai eu 4 enfants en tout. J'ai une petite fille qui est décédée, quand j'étais entrepreneur d'ailleurs, qui était polyhandicapée. Donc, en fait, quand je me suis lancé dans ma vie d'entrepreneur, nous avions la charge de cette petite fille handicapée qui réclamait, je dirais, encore plus d'attention qu'un enfant normal. Et voilà, donc ça m'a pas empêché à la fois de réussir ma vie d'entrepreneur, comme je voulais la réussir, et aussi ma vie de papa, parce qu'une de mes fiertés, c'est d'avoir été là, en fait, de ne pas avoir été absent. Peut-être que d'autres personnes auraient pu être attirées par le fait de s'échapper, en fait, dans le travail. Pour pas faire face, en fait, à cette responsabilité. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est même un thème qu'on pourrait développer, c'est que cette petite fille qui s'appelait Anouk, en fait, quelque part, elle m'a appris à être à 100% présent quand je suis présent. C'est très intéressant, ouais. Voilà. Et en fait, avec une petite fille qui a une espérance de vie limitée, on savait qu'elle ne pourrait pas vivre très très longtemps. Bah, tu n'as pas le choix, en fait, finalement. Tu dis, je prends ce que je peux prendre maintenant, parce qu'en fait, je ne sais pas si plus tard, il y aura autre chose. Et du coup, c'est une approche un peu différente de celle qu'on peut avoir avec des enfants, d'autres enfants, mes autres enfants, où là, on projette, où là, on se dit, ouais, plus tard, il fera ça, ouais, plus tard, il va peut-être reprendre ma boîte, etc., etc. Là, tu es dans une approche complètement différente. Et ça, c'est une des choses que j'ai apprises, parce que c'est pas naturel, je pense, chez un entrepreneur de profiter de l'instant présent. Souvent, quand on est entrepreneur, en fait, on est toujours dans l'anticipation. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important, quand tu es entrepreneur, d'avoir ce sens de l'anticipation. De se dire, oui, mais en fait, je suis en train, par exemple, de travailler maintenant parce que ça va générer ça plus tard, etc. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des moments dans ta vie qui ne vont jamais se représenter. Et entre autres, les moments où tu es avec tes enfants. Donc, tu vois, ça se fait que cette responsabilité ait été, je dirais, importante dès le début. Quelque part, ça m'a formé, mais à vitesse grand V, sur cette capacité, cette première capacité qui est, n'oubliez pas que vos enfants, en fait, voilà, ils n'auront qu'une seule fois 5 ans, ils n'auront qu'une seule fois 10 ans, ils n'auront qu'une seule fois 15 ans, et ainsi de suite. C'est vrai que c'est un des postulats de base qui nous a poussé à créer Papapreneur avec Quentin. Cette Carrément. notion de t'es au travail, tu penses à tes enfants, t'es avec tes enfants, tu penses au travail. Du coup, tu n'es jamais réellement présent à 100% dans chacun des aspects de ta vie. Ça te frustre constamment. Tu as des conseils justement à donner par rapport à ça pour des personnes qui sont victimes un peu de ce fléau-là, de jamais être présent, quoi? Alors, moi, je vais parler de ce que finalement ça m'a apporté de devoir être un papa présent. Alors, mon épouse de l'époque, elle était aussi très très investie, aussi évidemment auprès de notre enfant handicapé. Mais effectivement, il n'était pas question que je pense au boulot ou que je sois au boulot, même quand il fallait que je sois avec ma fille. Et c'est même d'ailleurs plutôt quelque chose de personnel. C'est que je me suis dit, je ne veux jamais avoir ce regret. Et donc, pour moi, le premier critère, c'est effectivement par rapport à toi et par rapport au regret que tu pourrais avoir. Je pense que c'est important d'avoir ça présent. Maintenant, ça, c'est de la théorie. Je suis d'accord avec toi, Jérémy. Et c'est bien aussi de convertir la théorie en principe. Parce que quelquefois, on peut avoir la théorie, puis on n'arrive pas je dirais, à mettre en place une vie qui corresponde. Et là, ça va engendrer de la frustration. Et donc, moi, je pense que la première chose à faire, c'est effectivement de s'interdire physiquement, de déborder au niveau horaire. Parce que tu parles de deux choses. Tu dis, on peut avoir le problème que quand on est avec ses enfants, on pense au boulot, et le problème que quand on est au boulot, on pense à ses enfants. Ok. Moi, je pense que le danger, c'est pas quand on est au boulot de penser à ses enfants. Parce que si on réussit la partie quand je suis avec mes enfants, je ne suis pas au boulot, eh bien, le reste, ce sera naturel. À part si on est en télétravail, etc., etc., mais je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est effectivement comment tu fais pour garder du temps et de l'attention à tes enfants. Et en fait, ça introduit un concept qui, pour moi, est absolument fondamental encore aujourd'hui dans ma manière de travailler, alors que j'ai plus d'enfants à la maison.
c'est de compartimenter ton temps. Ça, c'est très, très, très important. Et moi, je pense à ça souvent. Je pense qu'une de mes forces, parce que tu sais, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'activités, j'ai 6 entreprises, sans compter les holdings et les sociétés commerciales, etc. Et donc, je pense que le fait de, quand j'étais plus jeune, quand j'étais papa, de m'être entraîné à compartimenter ma vie, ça m'aide aussi à mener aujourd'hui mes entreprises toutes de front sans jamais faire de compromis sur ma vie personnelle. Même aujourd'hui, alors que je pourrais, je ne travaille pas 12 heures par jour et je ne travaille pas 7 jours par semaine. Je ne travaille pas le week-end. Alors moi, je suis décalé parce qu'on vient de reprendre une des dernières reprises, c'est un restaurant. Donc, effectivement, mon week-end, désormais, c'est le lundi et le mardi. Mais peu importe, j'ai au moins 2 jours par semaine complètement libres de travail. Je prends toutes les 4 semaines ou les 5 semaines, une semaine de workation, j'appelle ça, c'est-à-dire des moments où, en fait, je ne suis pas en prise directe avec mes entreprises, mais je peux travailler si j'ai envie ou ne pas travailler et à chaque fois, ça me ressource. Et donc, ce concept-là, tu vois, qu'il est, à mon avis, impératif de mettre en place quand tu es parent, en fait, quand tu as des enfants, eh bien, un des trucs qui peut t'aider à le mettre en place, c'est que ça va t'aider aussi dans ta vie professionnelle, à mener plusieurs sujets de front, etc., etc. Et donc, ça va te permettre de développer une hygiène de vie et, entre autres, de compartimenter ta vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau macro? Compartimenter ta vie, c'est par exemple prendre la décision qu'effectivement, tu ne vas pas travailler les week-ends. Et moi, je ne connais pas un seul entrepreneur qui ait regretté de ne pas travailler les week-ends. Par contre, j'en connais plein qui ont regretté d'avoir travaillé les week-ends. Et quand je dis travailler, ça veut dire pas de mail, pas d'SMS, pas de coup de fil, etc., etc. D'être vraiment présent à 100%. Et en fait, finalement, une fois que tu réussis ça, ça veut dire aussi que tu peux réussir à ne pas travailler 12 heures par jour. Ça veut dire que tu peux te dire, bah non, moi, mes journées de travail, elles commencent à 8 heures du matin et elles se terminent à 17 heures, peu importe. En fait, il n'y a pas longtemps, je fais ça régulièrement. Quand je fais une conférence, ça m'arrive moins maintenant, je fais plus, mais je demandais toujours s'il y avait des triathlètes dans la salle. Et je leur disais, mais comment vous faites? Parce que quand même, du triathlon, ça demande quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement en termes de temps. Hein, si tu ne fais pas au moins une fois par semaine, tu nages pas une fois par semaine, tu ne fais pas au moins une fois par semaine du vélo et au moins plusieurs fois par semaine de la course, tu ne vas pas performer. Donc, c'est extrêmement exigeant et ça prend du temps. Alors, en général, j'en ai, ou des sportifs de bon niveau. Et en fait, ces gens-là, je leur demande, mais comment vous faites? Alors, le premier truc qu'ils me disent, ils disent, dans mon agenda, déjà, ils ont un agenda. Hein, si tu es entrepreneur, tu n'as pas d'agenda, tu es mal barré. Et ils disent, dans mon agenda, je mets mes rendez-vous, mes créneaux où je fais du sport. Et en fait, c'est le même agenda que l'agenda professionnel. Tu ne peux pas avoir un agenda d'un côté et un agenda de l'autre parce que du temps, tu n'en as qu'un. Donc, il faut avoir un même agenda où tu regroupes tout. Tes rendez-vous professionnels, tes rendez-vous avec ta famille, tes rendez-vous avec toi-même. Et donc, ces gens-là, finalement, ils savent qu'à 17h, le mardi, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut qu'ils aillent faire leur entraînement. Et ils le traitent comme un agenda comme un rendez-vous professionnel, c'est-à-dire, je n'ai pas le droit de ne pas le faire. Et c'est normal, puisque c'est un rendez-vous avec la personne la plus importante de leur vie, c'est-à-dire eux-mêmes. Tu peux avoir exactement la même chose avec tes enfants. De dire, moi, j'ai rendez-vous avec mes enfants tous les jours, ou pas tous les jours d'ailleurs, peu importe, à 17h. Et là, je serai vraiment présent comme si c'était un rendez-vous professionnel. Et du coup, ces gens-là, je leur dis, alors, OK, donc dans votre semaine, vous avez des moments où vous vous entraînez, puis des moments où vous entraînez pas. Et je dis, comment ça se passe? Et en fait, systématiquement, et j'ai toujours eu la même réponse, je leur ai dit, quelles sont les journées où vous êtes le plus productif? Celles où vous avez sport le soir, ou celles où vous pouvez rester à la boîte tant que vous voulez? Et ça ne manque jamais, 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 jamais. Ils me disent, les journées les plus efficaces, les plus productives, celles où je bosse le plus, c'est celles où en fait mon temps est limité. Alors je me suis dit, tiens, c'est marrant, comment ça se fait? Comment ça se fait que quand notre temps est limité, on est plus productif que notre temps n'est pas limité? Tout simplement,
parce que ça nous fait prendre conscience que le temps est limité. En fait, l'être humain, il n'a pas cette conscience. On n'aime pas visualiser nos limites. On n'aime pas visualiser. D'ailleurs, c'est ça qui nous fait peur c'est ça qui nous fait peur dans l'idée de mourir, d'ailleurs. Hein, c'est de se dire, en fait, mon temps sur la Terre, il est limité. Mais c'est vrai, non seulement ton temps sur la Terre, il est limité, mais ton temps de chaque jour est limité aussi. Le temps, en fait, c'est la richesse la mieux répartie au monde. On a tous 24 heures par jour, quoi qu'il arrive. Après, notre liberté, c'est comment on utilise ce temps. Et donc, plus on a de maîtrise sur ce temps, plus on a de liberté. Mais vraiment, le premier truc où il faut vraiment prendre conscience, la première conscience qu'il faut avoir, c'est cette conscience du temps. Et moi, j'aime bien représenter ça comme une espèce de tas de blocs de temps, en fait, finalement. En fait, dans une journée de travail, dans une journée, on va dire, en dehors des heures de sommeil, tu as environ 100 blocs de 10 minutes. Okay. Donc ça, c'est limité. Et puis, tu as du travail à faire. Et en général, on travaille à l'envers. En général, on se dit, bah, tout ça, c'est ma liste de travail, donc c'est ma contrainte, il faut que je fasse ça. Et ça doit rentrer dans le temps. Et le problème dans une entreprise, c'est qu'en fait, la liste de travail à faire, elle est toujours illimitée. C'est-à-dire que d'un côté, tu as toujours des choses à faire, c'est quelque chose qui est infini, et tu essayes de faire rentrer ça dans quelque chose qui est fini et qui est ton temps. Et moi, la première chose que j'apprends aux gens pour les aider à s'organiser, je leur dis non, inversez la vision. Vous avez ces 100 blocs de 10 minutes et vous devez les miser sur les choses les plus importantes de votre vie professionnelle, mais aussi de votre vie personnelle. Et à partir du moment où tu commences à changer ton mindset, à changer la manière dont tu vois le temps, là, les choses commencent à devenir intéressantes. C'est là que tu vas prendre conscience qu'en fait, il y a certaines choses que tu dois faire et d'autres choses que tu ne dois pas faire. C'est un truc qu'on nous dit tout le temps, sauf que il faut le visualiser, il faut l'intégrer, ce truc-là. Et à partir du moment où tu réussis à intégrer ça, alors ça va beaucoup t'aider dans ta vie d'entrepreneur. Parce que tu vas te rendre compte que les choses à faire sont infinies. Donc déjà, tu vas te faire une raison, tu vas te dire, jamais je vais rentrer à la maison en disant, chérie, j'ai fini tout le travail qu'il y avait dans l'entreprise. J'ai jamais vu personne qui m'ait dit ça. Jamais. Et moi, ça m'est jamais arrivé. Quand j'arrête, c'est parce que je dois arrêter. C'est pas parce qu'il n'y a plus de travail à faire. Donc, première prise de conscience, tu rentres chez toi, oui, avec des choses que tu n'as pas pu faire. Mais ça va plus loin. C'est que petit à petit, tu vas développer autre chose, qui est le levier. De te dire, je ne vais faire dans mon travail d'entrepreneur que les choses qui ont le plus de levier. Au début, quand tu es tout seul, ce sont les choses qui vont te permettre de générer de la rentabilité pour vivre. Voilà, si tu ne fais pas ça, bah déjà, voilà, t'es mal, ça aura des conséquences sur ta vie personnelle, etc. Mais au fur et à mesure que tu avances dans ta vie d'entrepreneur, tu vas te rendre compte que ça peut être d'investir du temps pour créer des actifs qui vont me rapporter sans que j'ai besoin de réinvestir beaucoup de temps dedans. Et puis plus tard, tu vas te dire, bah, je ne peux plus travailler tout seul, donc je vais devoir sous-traiter ou manager. Et donc, tu vas te rendre compte, et c'est ce dont les entrepreneurs qui ont vraiment qui réussissent leur vie se rendent compte, c'est qu'en fait, la chose importante, le levier le plus important, finalement, c'est le management. C'est pour ça que moi, je parle de management. C'est parce que c'est le levier pour être un entrepreneur en bonne santé. Hein. Et là aussi, je dirais qu'avoir des enfants, ça nous prépare aussi à faire du management. Alors, je mets tout de suite un bémol parce qu'après, on va me dire oui, en fait, certainement que Cédric est quelqu'un qui est paternaliste avec ses employés, etc. Mais en fait, je m'en fous. Si on veut, on peut me taxer de ça. C'est pas de ça qu'on parle. C'est qu'il y a plein de parallèles qu'on peut faire entre le management et la responsabilité qu'on a d'élever des enfants. Il y a plein de parallèles intéressants. Après, qu'on appelle ça du paternalisme ou qu'on appelle ça de la délégation extrême, j'en ai rien à fiche, moi, en fait. C'est l'étiquette qu'on met dessus. Donc, pour moi, la première chose extrêmement importante, avant peut-être qu'on parle de management, la première chose extrêmement importante, c'est que le fait d'avoir des enfants, ça t'oblige à te structurer en termes temporels. C'est-à-dire, ça t'oblige déjà à avoir plusieurs vies et à avoir des frontières bien définies entre chaque vie.
Ça, c'est vraiment très, très important. Et il y a vraiment une éducation, je pense, à faire là-dessus pour pouvoir justement faire la délimitation entre les deux. Et puis ensuite, ça va te servir à l'intérieur de ton entreprise. Parce que quand tu es chef d'entreprise, finalement, là aussi, tu as différentes vies à l'intérieur de ton entreprise. Tu as la dimension stratégique, c'est une première casquette. Tu as la dimension managériale, c'est une deuxième casquette. Et tu as la dimension contribution, c'est la troisième casquette. C'est-à-dire que là aussi, tu vas devoir apprendre à compartimenter à l'intérieur de ton job. Là, je suis stratège, je réfléchis à où on va, le sens de ma boîte, etc., etc. Là, je suis dans la cale, je suis en train de bosser comme un damné, et c'est ce genre de trucs que je vais devoir sous-traiter si je veux que mon entreprise performe. Et entre les deux, et c'est toujours la couche qu'on oublie quand on est chef d'entreprise, il y a la couche managériale. C'est-à-dire comment je fais le lien entre ma vision, ce que je veux faire, etc., et le travail qu'il va falloir faire. Bah, il faut mettre du management entre les deux. Et souvent, c'est ce que le chef d'entreprise oublie. En général, il se rend compte qu'il est en train de se tuer au travail dans la cale et donc il faut qu'il remonte d'un cran, mais il remonte de 2 crans, il remonte directement tout en haut. Et en fait, ça marche toujours pas parce qu'il est frustré. En fait, il a des grandes idées pour sa boîte et finalement, il est obligé de travailler beaucoup dedans. Et donc, il passe jamais à la phase intermédiaire qui est « Ouais, mais comment je fais pour que ça fonctionne sans moi, en fait, finalement ?» Donc voilà, première chose que ça m'a apprise d'être un papa entrepreneur, c'est de devoir structurer à fond mon temps. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont peur de cette notion de trop de rigidité. Tu répondrais quoi à ces personnes-là, en fait? Moi, ce que j'aime répondre, justement, c'est que le cadre permet la liberté. Exactement. Et je vais aller plus loin. C'est-à-dire que oui, en fait, si tu ne maîtrises pas ton temps, c'est ton temps qui te maîtrise. Si tu n'as pas un agenda, alors tu perds ta liberté parce que finalement, ce sont les événements qui vont survenir qui vont prendre le contrôle dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Donc, il y a une notion de contrôle. Mais il y a aussi une autre galère où il faut faire attention de ne pas tomber parce qu'on peut vite passer d'un extrême à l'autre. On peut vite se dire ouais, ma vie, c'est n'importe quoi, je travaille trop, etc. Donc, j'ai un enfant, donc maintenant, il faut que tout soit ultra structuré dans ma vie. Et donc, tu vas te créer un agenda super rigide. Oui. En fait, il y a 2 notions dans le temps. C'est presque philosophique, mais je vais en parler 2 secondes. Le temps, tu peux le voir de 2 manières. Le kairos et le chronos. Le chronos, c'est le temps quantitatif. Ça veut dire comment j'optimise le moment où je travaille pour être le plus productif possible. Et ça, c'est vraiment utile. C'est-à-dire d'avoir des routines, c'est ce que je disais, compartimenter ton temps, c'est avoir des routines. Bah, là, là, je suis dans mon rôle de dirigeant, là, je suis dans mon rôle de machin, etc., etc. En fait, ça, c'est la structuration du temps, c'est le temps que tu comptes, c'est le chronos. Mais le problème, c'est que si tu voues un culte au dieu Chronos, tu vas pas laisser la place à Kairos. Kairos, c'est le temps de l'opportunité. Ça veut dire que tu dois être disponible pour saisir les opportunités. Et ça, c'est important pour un chef d'entreprise. Ça veut dire que si tu structures trop ton temps, en fait, tu n'es plus disponible pour l'imprévu. Tu es trop dans l'ordre et tu laisses aucune place au chaos. Et c'est exactement ce qui se passe dans un bâtiment. Moi, je demandais à des architectes, j'ai un bâtiment, mais comment on fait un bâtiment le plus solide possible pour qu'il résiste au tremblement de terre? Et ben, ils disent il faut qu'il soit souple, le bâtiment. Il faut qu'il puisse jouer, il faut qu'il puisse... Eh ben, ton agenda, c'est la même chose. On peut vite passer d'un extrême à l'autre, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire être dans un truc, une gestion complètement chaotique de son temps, c'est-à-dire une non-gestion, et puis se dire oh, non, je ne peux pas, donc je vais prendre une méthode d'organisation. Et la méthode classique, c'est GTD, Getting Things Done. Et là, tu vas structurer à mort. Et le problème, c'est que quand tu structures à mort, tu as exactement le symptôme que tu viens de me dire, c'est le syndrome de la prison. C'est en fait, ouais, enfin, moi, je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas devenu entrepreneur pour avoir une vie de militaire, quoi, finalement. Et en réalité, et c'est là que tout à l'heure, j'insistais sur la notion de levier, ce qui doit être dans ton agenda, c'est juste les meilleurs leviers, rien d'autre. Très intéressant, ouais. Et en fait, un agenda, en fait, moi j'aime bien, je ne sais pas si tu vois ce que c'est un jeu de taquet.
Si, je vois très bien. C'est comme un puzzle. En fait, c'est un truc où tu dois déplacer des éléments pour représenter comme un puzzle. Ouais, c'est une image avec des cases qui sont Voilà. mobiles et il reste juste une case vide, en fait, Voilà, simplement, il reste une où on case vide. déplace. Ouais. Et donc, le niveau, je dirais, le plus haut qui fait que le jeu est difficile, c'est quand on n'enlève qu'une seule case, parce qu'il faut tout bouger à chaque fois. Et plus tu enlèves de cases, et finalement, plus c'est facile de réorganiser le truc. Un agenda, c'est pareil. Donc, en fait, dans ton agenda, il faut que tu fasses attention à ce qu'on appelle un taux de saturation. Et là, c'est vraiment perso. Il y a des gens qui fonctionnent très bien. Alors, qu'est-ce que c'est le taux de saturation? C'est le rapport, le ratio entre mon temps programmé, celui qui est dans mon agenda, et le temps disponible. Il y a des gens qui fonctionnent bien avec un taux de saturation à 80%. Moi, non. Moi, il me faut quasiment 50% de taux de saturation. Ça veut dire que ce qui est prévu à l'avance dans mon agenda, je fais attention que ce soit jamais supérieur à 50% de mon temps disponible. Ok. Et là, tu as le meilleur des deux mondes. Tu as Chronos et Kairos, et tu as de la réactivité. Et du coup, dans ce temps-là dispo, tu inclus le temps avec tes enfants, le temps de sport, ou est-ce qu'il est programmé celui-ci? Du coup, il est programmé, tu l'as dit précédemment, mais comment il compte par rapport à ton travail? Alors, moi, ce que je conseille, c'est déjà démarrer par limiter ta journée. Oui, ça, parce que c'est ce qui marche le mieux pour avoir le temps de travail. Donc, tu te dis, ta journée de travail, j'entends. Donc, tu dis, par exemple, moi, à 6 h du matin, je commence. Je ne sais pas, hein, quel est ça dépend aussi de ton chronotype. Je crois que tu as des choses là-dessus. Bien sûr. On a déjà échangé là-dessus, mais voilà, il y a des gens qui sont plutôt en forme le matin. Et voilà. En gros, imaginons, tu dis, moi, mes journées de boulot, ça commence à 6 h, mais ça finit à 16 h. Voilà. Donc, ça, c'est tac. C'est le truc, ça bouge pas, c'est comme ça. Et donc, c'est à l'intérieur de ce temps que tu as créé, que tu as délimité, que tu vas mettre tes rituels, que tu vas mettre tes compartiments de travail. Et moi, c'est ma façon de faire. Après, il y a des gens qui veulent travailler. Après, c'est à géométrie variable. Ce qui compte, c'est bien maîtriser les paramètres. Et moi, à l'intérieur de ça, eh bien, je vais me saturer à 50%. Parce que je sais que, et de temps en temps, il va arriver que non, tout d'un coup, je me sature à 70%. Et là, c'est le moment où je commence à me dire, c'est bizarre, je me sens pas bien en ce moment, je me sens pas disponible pour les gens qui ont besoin de moi, etc. Et là, je vais regarder mon agenda et systématiquement, je vais dire, ah bah ouais, c'est clair, je me suis laissé un petit peu emporter. Donc, qu'est-ce que je dégomme dans mon agenda pour garder un rythme de vie qui corresponde à la vie idéale? Donc, après, est-ce que tu programmes les rendez-vous avec tes enfants? Oui, non. Moi, je pense, mais c'est une opinion personnelle, quand tu as des jeunes enfants, non, c'est plutôt des plages horaires. Oui. Et puis, tu vas avoir des accidents. C'est-à-dire que ton gamin, il devait faire la sieste, puis en fait, il ne la fait pas. Donc, OK. Est-ce que tu as prévu un agenda qui permette que tu te réorganises très, très vite? Moi, aujourd'hui, si tu veux, oui, je programme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mes enfants, ils sont autonomes, etc. Donc, si je veux les voir, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est inviter un de mes enfants à un déjeuner, tu vois. Et je l'ai fait depuis qu'ils sont ados, hein, parce que je trouve que c'est un moment convivial et c'est vraiment l'instant présent, et puis on échange, etc., etc. Là, en ce moment, j'ai une fille qui fait la conduite accompagnée, mais qui est étudiante en même temps. Donc, un samedi sur deux, on a notre petit programme, on fait 1 heure de conduite, 1 heure de sport ensemble, on va à la salle, et puis après, 1 heure de resto. Et moi, quand je ressors de là, je suis complètement épanoui, parce que voilà. Et tu vois, donc après, c'est chacun comme il sent. Mais je pense que si on regarde le truc de base, pour moi, le truc de base qu'il faut mettre en place tout de suite, c'est effectivement que tes journées aient une limite temporelle, ou si c'est pas possible, au moins plusieurs journées par semaine. Et puis qu'à l'intérieur de ces journées, il y ait de l'espace. Soit de l'espace pour du business pas prévu, soit de l'espace pour un imprévu avec un jeune enfant. Ouais, super intéressant, c'est comme ça que je procède également à mon niveau. J'ai commencé par fixer effectivement l'horaire de lever des enfants, l'horaire du coucher. Du coup, ce qui délimite la journée en tant que telle, cette fois-ci, de parents, on va dire. Après, mes horaires de sport, mes marches aussi. Quand je pars marcher le matin et l'après-midi, je le note factuellement dans l'agenda pour pas déborder dessus. Et aussi tout ce qui est repas. En fait, je note vraiment tous les impondérables de la journée, en laissant à la fin de la journée une marge de 1 heure de sécurité constamment. J'appelle ça une zone tampon. Comme ça, s'il y a un imprévu, je peux le mettre ici.
S'il n'y a pas d'imprévu, c'est du temps supplémentaire que je peux m'accorder soit pour avancer, soit pour faire autre chose, soit pour me détendre, pour faire du sport et j'en passe. Tout à fait. Et oui, je te rejoins à 100%. Il faut cette vision-là. Ouais, tout à fait. Et alors, il y a un deuxième effet qui se coule. Ça, c'est intéressant. Moi j'en ai pas eu conscience tout de suite. En fait, je m'en suis pas rendu compte, je l'ai conscientisé plus tard. C'est qu'en fait, quand tu commences à avoir toutes les notions que j'ai énumérées, le chronos, le kairos, le fait que en réalité, tu fais des compartiments, tu fais des routines, etc. Il y a un nouveau truc qui apparaît, c'est qu'en fait, tu te rends compte que du temps, oui, c'est limité jour par jour, mais en même temps, si tu as organisé et structuré tes routines, si tu n'as pas pu terminer le travail aujourd'hui, c'est con ce que je vais dire, mais en fait, c'est important. Si tu n'as pas pu terminer le travail aujourd'hui, c'est pas grave, parce que demain, tu as un créneau qui est réservé. Oui. Et ça, c'est vachement rassurant. C'est ce truc-là qui va faire que tu vas réussir à t'arrêter. De te dire, non, mais on s'en fout. C'est pas parce que je le fais pas aujourd'hui qu'il va y avoir une catastrophe. J'ai un créneau qui est réservé demain. Et là, on va rentrer dans l'idée de l'anticipation dont je parlais tout à l'heure. L'anticipation, c'est pas bien quand ça te permet pas, quand ça vient en contradiction avec l'idée de profiter de l'instant présent. Mais au contraire, l'anticipation, c'est intéressant quand tu es toujours un peu en avance par rapport à ce que tu as prévu de faire. Et moi, ça, c'est une grande source de sérénité. Par exemple, dans mon activité outil du manager, on fait régulièrement des lancements, de formations, de machins, de trucs comme ça. Moi, j'adore qu'on ait tous une semaine d'avance ou 2 semaines d'avance. Parce que c'est ça qui va te permettre de te dire, bah non, là, en fait, finalement, j'ai pas réussi, j'ai pas été bon. Tu vois, ce matin, juste avant qu'on se parle, je voulais enregistrer une vidéo sur l'antifragilité, ou plutôt sur les revenus passifs. Et j'étais super dynamique pour la faire, et finalement, c'est pas terrible. Mais je m'en fous, c'est pas grave. Parce que c'est pas urgent, on est en avance. Et donc, je la ferai après, et ça marchera tout aussi bien. Je la ferai même mieux. Et finalement, c'est ça, c'est le deuxième effet qui se coule, c'est qu'une fois que tu t'es créé tes petits rituels, tes petites routines qui se répètent, tu as cette notion de, mais non, j'ai le droit de me planter une fois, puisqu'il y a toujours du temps qui va revenir après. Et cette notion aussi de je peux m'écouter. Mais j'ai passé une mauvaise nuit, je suis fatigué, je suis malade, je peux écouter mon corps, me reposer pour rebondir. Là où quand tu es en flux tendu, malheureusement, tu dois t'imposer des tâches que tu ne veux pas faire, que tu fais donc mal, que tu regrettes, etc. C'est donc, clair. Cette flexibilité-là est nécessaire aujourd'hui. Et d'autant plus nécessaire pour toi qui as des jeunes enfants en bas âge, parce que la nuit, on n'est jamais trop sûr qu'elle va bien se passer. Et d'ailleurs, c'est vrai pour le sport. C'est pas parce que tu es un peu moins performant sur ta séance d'aujourd'hui que c'est grave. Ben non, il y aura une séance demain, une après-demain, etc. Elles sont programmées. Donc, tu es beaucoup plus cool. Et donc, c'est pour ça que quand on me dit « Ah ouais, mais non, mais avoir un truc tout programmé, etc., ça t'enlève de la liberté », je réponds « Mais non, n'importe quoi. Ça te donne de la liberté. » Avec le bémol que je donnais, il faut juste faire gaffe de ne pas tomber du côté où on penche. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont rentrer dans un truc quasi militaire, et là, ça ne marche pas non plus. Là, effectivement, ça t'enlève de la liberté. Parce que tu veux tout blinder, tout optimiser. Et donc, ça veut dire que ton agenda, il est plein comme un œuf parce que tu veux en faire le maximum. Mais non. Mais non. Et puis tu fais fi du coup de cette notion de volatilité, chère à Nassim Nicolas Taleb, en fait, où tu peux constamment avoir des imprévus. Ouais. Ça peut constamment arriver, effectivement, plus tu te blindes, moins tu es antifragile. Une notion qui t'est chère et qui m'est chère aussi. Ouais, exact. Et il ne faut pas hésiter à mettre un peu de redondance dans ton agenda. Par exemple, en gardant ton temps flexible, donc ton taux de saturation à 50%, tu as le droit aussi de t'ajouter un créneau où c'est juste écrit créneau. Puis tu feras quelque chose ou pas. Tu vois, quand je fais mes workations, ce que j'appelle mes workations, il y a des créneaux. Après, j'ai envie ou j'ai pas envie. C'est la différence avec mes semaines qui sont des vraies semaines de travail, où là que j'ai envie ou que j'ai pas envie, j'y vais. Un autre avantage d'avoir des routines prévues à l'avance, etc., c'est que tu n'as pas besoin de te demander tous les jours ce que tu vas faire. Ça paraît bête, ce que je dis. Mais le temps qu'on passe quand on n'est pas organisé à se dire, bon, alors, qu'est-ce que je peux faire là? C'est quoi mes priorités? Non, quand tu as tes routines et que c'est établi, etc., tu ne te poses pas cette question-là. Tu démarres direct dans la tâche que tu t'es affectée. Ouais.
Ça, c'est super intéressant. C'est un élément que je mets souvent en évidence par rapport aux listes de tâches. Souvent, c'est un conseil de base qu'on recommande aux personnes pour s'organiser, sauf que ça induit le paradoxe du choix, en fait. Où Oui. tu as devant toi 50 tâches différentes et en fait, tu perds une demi-heure le matin à savoir laquelle je vais faire. Ouais. Ah, Mais grâce à un agenda où tes tâches sont planifiées, sont mises dans des blocs de temps précisément, en fait, tu commences chaque matinée précisément en sachant quoi faire. Et déjà, tu gagnes une demi-heure par rapport à ta journée, c'est rien clair. qu'avec ça. Et ça Et en crée pas de charge frustration. mentale. Et en charge mentale Et aussi. en charge mentale, bien sûr. Ouais. C'est Complètement. clair. C'est clair. Alors après, ça, moi, tu vois, c'est au niveau de l'organisation du temps, c'est ce que j'ai appris avec le fait d'avoir des enfants. Mhm. Après, ça m'a aussi appris des choses au niveau du management. Et le premier principe qui marche bien avec des enfants et qui marche bien avec des collaborateurs. Maintenant, je vais être clair, hein, mes collaborateurs, ce n'est pas mes enfants. mais il y a quand même des parallèles assez intéressants. La première chose, c'est de viser l'amélioration plutôt que la perfection. Ok. Tu vois, ça, c'est extrêmement important, à titre perso, à titre de parent et à titre de manager. J'ai un ami qui dit objectif de maîtrise versus objectif de résultat. C'est ça. En fait, on maîtrise le processus, pas spécialement le résultat. C'est ça. Ou on se dit, alors effectivement, on se fixe des objectifs, hein. Mais moi, j'en suis un peu revenu à... C'est-à-dire qu'il faut se fixer des objectifs pour avancer, c'est clair. Mais la vitesse à laquelle on va les atteindre, je dirais que par rapport à ce que j'étais peut-être quand j'ai commencé à travailler, j'y suis un petit peu revenu. Je me suis dit, ce qui compte en fait dans la vie, et c'est vrai aussi avec les enfants, c'est que le monde n'est pas parfait. Tes enfants ne sont pas parfaits. Et tes collaborateurs ne sont pas parfaits. Donc, avec un enfant, évidemment, tu projettes avec un enfant. Tu te dis, bah, ce serait bien qu'il soit autonome. Ce serait bien qu'il gagne bien sa vie. Ce serait bien que, je sais pas moi, il ait une bonne santé, qu'il soit fort en sport, etc., etc. Puis assez vite, tu te rends compte que bah, ça ne va pas forcément aussi vite que tu l'avais prévu. Et c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ton enfant, tu l'aimes. Et finalement, tu prends en compte ses qualités, ses défauts, et tu les aimes, autant ses qualités que ses défauts. Et finalement, tu vas pas... Enfin, moi, je pense que c'est le truc de vos enfants ne sont pas vos enfants, hein, de Khalil Gibran, c'est-à-dire un enfant, c'est comme une flèche. Tu peux, tu peux donner la direction, tu peux donner l'impulsion, mais une fois que la flèche est partie, c'est lui qui va atteindre ou pas la cible. Et quelque part, c'est pas grave. Et donc, je pense que le fait d'avoir des enfants, moi, je trouve que c'est vachement équilibrant pour un manager. Pourquoi? Parce que ça lui fait prendre conscience que on peut pas. Enfin, on a des moments où on est plus ou moins performant. On a des moments où on est plus ou moins en forme. On a des moments où on va plus ou moins vite par rapport à nos objectifs. Et il faut faire preuve de bienveillance vis-à-vis de nos collaborateurs. Alors, la bienveillance, c'est vraiment un terme avec lequel j'ai du mal parce qu'on en parle, et en fait, on dit jamais. C'est un concept valise. Tu sais, c'est le genre de concept où, je vais te poser la question, est-ce que tu es pour ou contre la bienveillance? Bien sûr, ça ne va rien Tout le dire. monde va dire pour, Ah sauf oui. qu'en fait, tu ne vas pas mettre la même Même définition que moi. définition derrière. Et donc, en fait, quand tu vas imposer quelque chose à ton collaborateur, il va dire bah non, tu n'es pas bienveillant. Puis toi, tu vas dire bah si, je suis bienveillant parce que. Et voilà. Et donc, moi, j'aime bien la notion d'exigence bienveillante. C'est-à-dire que, comme avec tes enfants, avec tes collaborateurs, il faut que tu aies une exigence. C'est quand même ton job, que ce soit ton job de papa ou d'ailleurs ou ton job d'entrepreneur, tu te dois d'être exigeant. Parce que c'est ça quand même qui fait avancer. Tu es exigeant avec toi-même, tu es exigeant avec les autres. Mais après, il faut être bienveillant. Et c'est toute la différence entre viser l'amélioration plutôt que la perfection. Ce qui va compter, c'est que demain soit mieux qu'aujourd'hui et que hier soit moins bien qu'aujourd'hui, tu vois. Et c'est juste cette notion-là. Et je trouve que là aussi, ça permet d'être plus détendu avec ses enfants et plus détendu avec ses collaborateurs. De se dire non, mais ce qui compte, c'est qu'il s'est amélioré avec ses capacités. Et comment tu le mesures, ça? Déjà, est-ce que tu le mesures? Oui,
Alors, Autant au niveau entreprise, je vois comment on peut le mesurer, mais des enfants, c'est plus alors compliqué, pour être non? très clair, moi non. Alors avec mes Voilà. enfants, c'est vrai, je mesure pas, Oui, je leur ce serait bizarre je comme leur dans un mets pas tableau Excel de suivi des d'objectifs. performances des enfants, quoi. Non, mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant, avec les enfants. Alors après, moi, c'est mes principes d'éducation et en fait, finalement, c'est aussi les principes que j'applique dans les boîtes. Moi, j'aime bien avoir peu de principes, mais être mettre beaucoup de force dans chacun des principes. Mmh. Et je pense que c'est beaucoup plus facile d'éduquer par les principes plutôt que d'éduquer par la contrainte. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu du même ordre que est-ce que tu manages par le pourquoi ou est-ce que tu manages par le comment. L'idéal, quand tu fais du management, c'est de manager par le pourquoi. C'est-à-dire qu'avoir suffisamment formé tes collaborateurs, avoir créé une culture où tu n'aies pas besoin de contrôler le comment, parce que ça, c'est à eux que ça appartient, c'est-à-dire comment ils vont réussir, mais à l'intérieur de principes que tu as mis en place. Et parfois, en fait, quand tu parles trop du comment avec un collaborateur, tu tues la motivation. Mmh. Et avec un enfant, c'est pareil. Quand tu dis à un enfant, voilà, on fait comme ça et tu vas faire exactement comme ça, tu tues la motivation. Ton enfant, ce qu'il a envie de faire à un moment, c'est te surprendre. Te surprendre parce qu'il fait les choses mieux que toi. Ou te surprendre parce qu'il a trouvé une manière de faire les choses à laquelle toi, tu n'aurais pas pensé. Et ben, dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Si tu laisses cette marge de manœuvre à tes collaborateurs, ils vont progresser plus vite. Et tu auras un meilleur levier, c'est-à-dire que ça va arranger tout le monde. Eux, ils vont être plus performants à leur manière, à une manière qui leur appartient. Et toi, tu vas leur apporter plus de reconnaissance parce que tu vas leur dire, ça, c'est toi qui l'as fait tout seul. Et finalement, moi, je trouve qu'il y a un très fort parallèle avec l'éducation des enfants. Complètement, et puis je trouve que cette notion de pourquoi est très puissante parce que si on impose que des comment, on crée un cadre très strict, là je parle Ouais. des enfants, Mm. qui empêche l'autonomie Mm. des enfants. Moi, j'ai mon Exactement. dernier fils, il a 17 mois, il vide seul le lave-vaisselle. Mm. Il enlève les verres, il les enlève, et cetera. Il a 17 mois, il marche tout juste. Pourtant, il le fait, il est autonome par rapport à ça. Et Il il est sait ce super qu'il veut fier. manger. Il est super fier. Et nous Mm. aussi, on est fiers. Et en Mm. plus, c'est vrai que d'instinct, aujourd'hui, en Occident, si on globalise un peu les choses, on a tendance à vouloir limiter les enfants par rapport à tout. Et le paradoxe qu'on a, c'est qu'on achète des dinettes aux enfants avec des faux couteaux, des faux fruits, des faux légumes, mais on ne les Mm. laisse pas toucher aux vrais éléments, aux Mm. vrais couteaux, aux vrais fruits. Et je dis pas en autonomie, bien sûr, il faut être à côté, Mm. mais grâce à ça, on peut les autonomiser, les responsabiliser. Et en plus, mine de rien, ça en fait plus tard des adultes aussi beaucoup plus autonomes, Et qui responsable. progressent beaucoup plus et responsables aussi. Ils connaissent les conséquences de leurs actions. Un Mm. enfant qui tombe, c'est pas grave en soi. C'est même bien, c'est en tombant qu'on se relève. C'est comme ça qu'on apprend, c'est par l'échec qu'on apprend. Et Comme effectivement, il y a un très en bon livre par management. Comme en comme en management, management. c'est pareil. Et il y a un super livre par rapport à ça que je ne peux que recommander qui s'appelle «Parents chasseurs-cueilleurs», où Ouais. c'est une personne qui a justement une, journaliste, je crois, de base, américaine, qui est partie voir les tribus ancestrales encore existantes pour voir comment eux élèvent leurs enfants. Et qu'est-ce qu'elle constate? Elle constate pas de crise, une autonomie rapide, une propreté rapide et surtout le fait que l'enfant est câblé de base pour aider la famille. Parce Mm. qu'au niveau évolutif, ça peut s'expliquer. L'enfant, qu'est-ce qu'il veut? C'est être intégré dans le groupe. Donc pour ça, il veut aider le groupe, il veut se sentir utile rapidement. Parce qu'un être, à l'époque, hein, qui n'est pas utile, forcément est mis de côté. Il est Mm. exclu, donc forcément, ses chances de survie diminuent. L'enfant, Mm. il veut quoi? Il veut survivre. Donc forcément, il veut aider papa, maman. Il veut être comme eux, il veut les aider un maximum. Mm. Sauf qu'on met des barrières aujourd'hui. Touche pas ceci, touche pas cela. Et c'est vrai Mm. qu'en management, c'est pareil. On a Ouais. la tendance naturelle à vouloir trop contrôler les choses pour que ce soit comme nous on le fait. En fait, on veut effectivement être intégré dans le groupe, ça c'est vrai, Euh, mais on veut aussi être reconnu dans le groupe pour notre individualité et pour les choses qu'on a apportées au groupe. C'est-à-dire qu'il y a les deux notions. Souvent, on oppose ces deux notions. D'ailleurs, on les Mmh. oppose en politique, on les oppose. Voilà. On dit, bah, soit tu es collectif, soit tu es individualiste. Et en Oui, tout à fait. réalité, fondamentalement, la nature humaine, en tout cas dans nos cultures, après, moi je connais moins les autres cultures, mais je pense que c'est quelque chose qui est même physiologique. Je pense que c'est même Mmh. quelque chose qui est biologique. C'est que finalement, on a besoin des deux. Oui, on a besoin d'un collectif à l'intérieur duquel on œuvre, on a besoin d'interconnexion, on a besoin de ça, tout ça. Mais notre individualité, c'est-à-dire ce qu'on apporte au groupe que les autres n'apportent pas, c'est extrêmement important aussi parce que ça justifie notre position dans le groupe et la reconnaissance du groupe vis-à-vis de nous.
Alors, c'est complètement physiologique. Il y a deux neurotransmetteurs ici. L'ocytocine pour le groupe, justement, l'hormone qui procure du plaisir quand tu es avec tes enfants, avec tes collaborateurs, quand tu passes un bon moment. L'hormone du lien social, on va dire. Et la sérotonine qui est plus l'hormone de l'ego. Effectivement, les Exact. deux sont présents. Il faut un niveau d'équilibre entre les deux. Une personne qui est trop sérotoninergique prend trop le lead et va se faire exclure naturellement du groupe aussi. Tout C'est à normal. fait. Tout à fait. C'est les divas dans un Oui, groupe. Et toi, en tant que complètement. manager, tu peux pas laisser ce. Mais chez tes enfants, c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Moi, tu vois, j'étais l'aîné de ma famille et je sais que j'ai certainement un peu écrasé un frère qui était plus jeune. Et c'est aux parents là de mettre les limites. Parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Alors, il y a deux notions quand même un peu différentes entre l'éducation des enfants et puis le management. Il y en a plein, mais je veux dire, il y en a une, c'est que moi, enfin, c'est mon avis, hein, c'est du perso ça. C'est qu'en fait, un enfant, il faut faire attention qu'il grandisse aussi dans un environnement sécurisé. C'est-à-dire qu'il y a Oui. aussi beaucoup de théories, moi, je trouve ça épouvantable, mais des gens qui disent, bah non, je vais mettre mon enfant, je vais lui montrer les pires films d'horreur, je vais lui montrer la guerre, etc., parce que ça va le rendre dur, et comme ça, il sera prêt à affronter le monde. Et en réalité, le problème, c'est que si tu fais ça avec un enfant en bas âge, alors qu'il est en train de se construire mentalement, en réalité, tu le rends anxieux. Et finalement, tu le rends... Et en fait, la juste mesure d'un parent, c'est ça. C'est de réussir Ouais. à le protéger suffisamment pour qu'il puisse grandir et être fort par rapport à son environnement. Mais c'est comme Un l'agenda. peu On comme un a un tuteur, tu cadre. vois, une plante, je veux dire, Ouais. tu mets un truc, tu mets une plante et puis elle commence à pousser, tu la mets dans un environnement où il y a une tempête en permanence et de la grêle et de la neige et du gel, elle va crever. Mmh. Alors que si tu lui mets un tuteur, etc., tu vas la rendre plus forte et à un moment, tu pourras l'enlever et là, elle sera forte. Et donc, voilà, tu peux pas tout à fait faire le même parallèle avec des collaborateurs. Par contre, ce que tu peux prendre en compte avec tes collaborateurs et qui est très important à prendre en compte, c'est qu'on a des moments où on est fort et on a des moments où on peut être en difficulté. Mmh. Et donc, il faut faire attention à ça quand on est un manager, c'est de se dire non, mais là, en ce moment, il n'est pas en forme, là, il est allé trop loin, etc. Et j'ai plutôt besoin qu'il soit en retrait par rapport à l'équipe, etc. Et par contre, quand il se sera construit, quand il se sera formé, quand il sera meilleur, alors je pourrais le mettre un peu plus ce qu'on appelle skin in the game. C'est-à-dire, je pourrais lui faire prendre plus de risques et apprendre effectivement en faisant des erreurs. Et là où je te rejoins aussi, c'est en management aussi, on apprend que. Alors, moi, j'aime pas dire on apprend en faisant des erreurs, on apprend en réparant ses erreurs. Mmh. Ça, c'est un concept de management qui est extrêmement important. Ça veut dire que, si tes collaborateurs font jamais d'erreurs, il y a un problème. Oui. Par contre, s'ils font des erreurs mais que ça n'a pas de conséquences, il y a un problème aussi. Mmh. La conséquence d'une erreur, c'est très simple. C'est pas une engueulade, c'est pas je vais te virer, etc. C'est comment tu vas réparer ton erreur. Et c'est là qu'il y a un processus d'apprentissage qui se met en route. Et c'est là que le manager ou le parent intervient pour montrer l'erreur et expliquer pourquoi l'erreur est survenue. En fait, il est en train de poser un principe. Ouais. Il est en train de poser un cadre. Et dans l'éducation des enfants, je te rejoins, il faut effectivement qu'il y ait de la liberté, mais il faut qu'il y ait des limites. Mmh. Parce que si tu ne poses pas les principes et les limites, en fait, tu n'éduques pas ton enfant. Complètement. L'autre élément aussi qui, alors moi, c'est vraiment, je l'ai appris plus par le management, après j'ai transposé à l'éducation, c'est la notion d'étiquetage. Ouais. Tu en parles très souvent, toi aussi, dans tes podcasts, dans tes contenus, cette notion de, t'es un mauvais communicant, t'es un Ouais. mauvais collaborateur, tu ne sais pas t'organiser. En fait, critiquer la personne en tant que telle et non pas le comportement de la personne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents ont tendance à dire à leur enfant, et ça me surprend, vraiment, ça me choque même. Et j'ai eu le cas avec Nathan, il y a 1 an en arrière devant l'école, une petite pleurait. Mhm. Et sa maman lui a dit, «Arrête de pleurer, t'es pas belle». Ouais. Ah la vache! En fait, le cerveau humain est programmé pour coller par rapport aux étiquettes qu'on va lui accoler. Donc Ouais. forcément, un collaborateur, quand on lui dit: «Tu es pas bon en communication», va forcément régresser en communication. C'est naturel, c'est instinctif. L'idée du cerveau, c'est de réduire ce qu'on appelle l'erreur somatique. Donc l'écart entre l'énergie dépensée pour atteindre une tâche et l'énergie réellement qui va être dépensée. Donc Mhm. forcément, on se dit directement: «Tu es un mauvais communicant». Pourquoi le cerveau humain qui veut économiser de l'énergie va se mettre en branle pour en faire un bon communicant, sachant d'avance pour lui comme quoi la personne sera mauvaise? Mhm. Ça ne marchera pas. Et sans ça, tu le dis très souvent, toi aussi, par rapport à tes podcasts. L'idée, c'est de critiquer, entre guillemets, le comportement et Mhm. non pas la personne. Et je crois que Mhm. tu as un protocole par rapport à ça en termes de management. Est-ce que tu peux le partager? Cette notion Ça- d'en fait, quand tu fais ça,
Moi, ça me laisse penser ça. Ça s'appelle le feedback, en fait. En fait, le feedback, c'est un processus. Alors, il faut repartir un petit peu, il faut prendre un petit peu de dimension. Et moi, je pense que le feedback, ça a encore plus d'importance dans le monde d'aujourd'hui, en termes d'entreprise. Dans le passé, en fait, c'était un petit peu comment un marché évolue. Eh bien, les entreprises les moins performantes meurent et les entreprises les plus performantes se développent. OK ? Donc, une entreprise, pour qu'elle puisse fonctionner et ne pas mourir à l'intérieur d'un marché, c'est-à-dire être antifragile, on se disait, en fait, c'est quoi l'antifragilité finalement ? C'est de supprimer les éléments les plus fragiles de l'entreprise et de renforcer les éléments qui peuvent devenir plus robustes par rapport au marché. Et donc, on disait, c'était la méthode de Jack Welch, qui est très connue, on dégomme 30% chaque année des collaborateurs les moins performants et on récompense les 30% plus performants et on fait rentrer, voilà. Et finalement, on va avoir une équipe qui est toujours meilleure. OK. Ça marche, ça a marché, ça a eu marché. Ça marche plus. Donc, ça marche moins bien. Pourquoi ça marche moins bien ? Parce que, on le voit bien, on a une pénurie de talents au niveau du marché de l'emploi et finalement, les gens sont plus prêts à se faire traiter de cette manière-là. Et puis, voilà, ça tue quand même un petit peu l'esprit d'équipe. Quand tu sais qu'en fait, systématiquement, on va dégommer 30% des moins bons, n'hésite pas à filer un petit coup de canif à ton collègue pour qu'il fasse partie des moins bons, puisque sinon, c'est toi qui vas dégager. Et pourtant, il faut continuer à être antifragile. Alors, comment on fait ? Comment on fait dans ce contexte-là ? On ne va plus regarder les personnes les moins performantes. On va regarder les comportements les moins performants, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'à l'intérieur de quelqu'un, il y a une série de comportements. Certains qui sont performants, certains qui ne sont pas performants. Et donc, le job du manager, c'est plus d'éliminer les gens non performants pour les remplacer par des performants, c'est de prendre les gens comme ils sont, de repérer leurs comportements performants et de les renforcer positivement, et de repérer leurs comportements non performants, et de les ajuster. Exactement comme tu éduques un enfant, finalement. Un enfant, tu vas voir qu'il a des... Voilà, il teste tout, un enfant. C'est ça qui est agréable et qui est drôle. C'est que tu le vois vraiment sous tes yeux faire des trucs, tu dis « Ah non, il ne faut pas qu'il fasse ça » et donc tu vas corriger. Et puis il va faire des choses formidables et là, tu vas le féliciter. Alors, avec un adulte, c'est pas pareil. Je dirais, très longtemps, en fait, notre système d'éducation, il était basé sur punition-récompense. Oui. Et du coup, dans l'entreprise, on était aussi sur système punition-récompense. Là non plus, ça marche plus, ça. Donc, en fait, moi, j'aime bien le modèle du feedback. Et le modèle du feedback, c'est très simple. C'est de dire, OK, j'ai une équipe, elle est composée de personnes, mais à l'intérieur de cette équipe, chacune de ces personnes a des comportements que j'observe. Et donc, c'est se poser d'une manière globale dans l'équipe, qu'est-ce que je veux qu'on fasse plus et qu'est-ce que je veux qu'on fasse moins. Et en réalité, quant à cette réflexion, tu es en train de réfléchir à ce qu'on appelle la culture de ton équipe. Parce que la culture, pour moi, c'est pas oui, il faut être bienveillant, oui, il faut être... Enfin, tous les machins qu'on écrit sur les murs et qu'on fait jamais, c'est qu'est-ce qui se passe en vrai au niveau des comportements. C'est quoi l'expérience de quelqu'un qui vient bosser chez moi? Qu'est-ce qu'il observe? Comment, à quoi il est confronté? C'est ça la vraie culture. Et donc, elle est composée des comportements qui se passent dans l'équipe. Et donc, ton job de manager, ça va être de dire, je vais bosser sur les comportements. Et donc, quand tu repères un comportement positif, de le renforcer. Et quand tu repères un comportement négatif, c'est-à-dire qui n'est pas en faveur de la culture que tu veux développer, eh bien, de l'ajuster. Et donc, tu vas faire ce qu'on appelle un feedback d'ajustement. C'est quoi un feedback d'ajustement? C'est ouvrir le canal de communication en disant à la personne, est-ce que je peux te faire un feedback? Comme ça, tu es sûr qu'elle t'entend. Et chez un enfant, c'est pareil. Tu peux lui dire ce que tu veux. S'il ne t'entend pas, en fait, ça ne sert à rien de faire un feedback. Donc, ouvrir le canal. 2, citer le comportement. Et c'est là que la notion d'étiquetage, il faut s'en méfier.
On va parler après du fonctionnement du cerveau si tu veux, mais ton réflexe, en général, ça va être d'étiqueter. Parce que ton cerveau, il est fait pour analyser ce qui ne va pas et il analyse 500 comportements, il analyse 500 indices visuels, auditifs, etc. en 3 minutes. Et toi, tu n'en as pas conscience. En fait, tu es bombardé d'informations et ton cerveau va te sortir un truc à la fin qui va te dire lui, c'est un fainéant, ou lui, c'est un tir au flanc, ou lui, il est dangereux, ou lui, il est bien. Sauf qu'il ne faut pas en rester là. On n'est pas des primates. Donc, il faut se dire mais pourquoi je pense ça? Pourquoi machin, il ne me plaît pas? Ah, il ne me plaît pas parce qu'il fait ça, parce qu'il fait ça, parce qu'il fait ça, parce qu'il fait ça. Factuel. Donc, quand tu vas faire un feedback à machin, tu vas te dire, je ne dois pas l'étiqueter, je ne dois pas lui dire, toi, t'es fainéant. Je dois lui dire plutôt, exemple, tu arrives systématiquement 5 minutes en retard. Systématiquement. Et encore, systématiquement, c'est dangereux parce que c'est peut-être pas tout à fait vrai. Donc, l'idéal, c'est de dire, quand tu arrives à 9h05 pour prendre ton poste au lieu de 9h, le fait de dire quand tu, ça évite le jugement, ça t'oblige à citer un fait. Donc, deuxième partie, le factuel. Et troisième partie, voilà l'impact que ça a sur l'entreprise, ou sur l'équipe, ou sur les performances. Ou sur ton image. Ou sur un des 2 R du management. Résultat, rétention. Est-ce que ce comportement est mauvais pour les performances de l'entreprise? Est-ce que ce comportement est mauvais pour la collaboration dans l'entreprise? Les 2 R, la fidélisation, etc. Et quatrième étape, peux-tu modifier ce comportement? Donc, il y a quand même une petite différence avec l'éducation d'un enfant. C'est qu'un enfant, tu vas dire, parce que tu l'as dit, un enfant, ce qu'il veut, c'est une intégration. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il veut, un enfant? Il veut l'amour de ses parents. Donc, tu vas plutôt lui dire, tu sais, quand tu casses la vaisselle, maman, elle n'est pas contente. Moi, je conseille de ne pas dire ça à un collaborateur. Je pense que tu parles à un adulte, et donc c'est plus responsabilisant de lui expliquer des conséquences, en fait, qui vont à l'encontre de la communauté dans laquelle il œuvre, qui est l'entreprise. Et une entreprise, pour prendre les gens intelligemment, elle performe à travers les 2 R du management, qui sont les résultats, quels qu'ils soient, les objectifs, et la rétention. C'est-à-dire que est-ce que je collabore efficacement? Est-ce que j'augmente la fidélisation des personnes dans l'entreprise? Là, tu ne peux pas trop te tromper si ton impact est de ces 2 ordres-là. Si tu commences à dire « ça ne me plaît pas » ou « c'est pas comme ça qu'on fait ici » ou « j'aime pas quand les gens font ça », c'est pas un discours très adulte. Complètement, ça redevient infantilisant en quelque sorte. Oui, voilà. C'est une des grandes différences quand même, c'est que tes collaborateurs ne sont pas des enfants. Et je dirais que le nec plus ultra, par contre, c'est quand tu n'as plus de feedback à faire. C'est-à-dire que quand tes collaborateurs, ils se font le feedback à eux-mêmes. Comme un enfant. Ton enfant, au début, tu es obligé de lui dire que, bah oui, on ne peut pas casser la vaisselle parce que tu comprends, il va se passer ça, ça, ça. Après, il a intégré. Quand il casse un truc, il se dit, mince, c'est pas bien ce que j'ai fait. Donc, je vais trouver un système pour plus casser la vaisselle. Tu vois, je prends l'exemple de débarrasser de la vaisselle. Complètement. Super intéressant. Donc oui, le feedback, tu vois, le feedback, c'est une notion, moi je pense, qui est beaucoup plus puissante que le système de punition-récompense. Le système de punition-récompense dans l'entreprise, il crée ce qu'on appelle des employés retenus. C'est-à-dire des gens qui vont rester là parce qu'ils ont un gros salaire et une grosse prime, etc., mais qui ne sont pas là pour l'intérêt de leur job. Pour que les gens restent dans une entreprise, il faut qu'ils soient intéressés par le job. Qu'est-ce que c'est qu'un job intéressant? C'est un job où tu es reconnu, on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire reconnu, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire à la fois accepté par le groupe et à la fois important pour le groupe. Donc ça veut dire je suis un individu qui compte pour l'entreprise. Et la deuxième notion, c'est je progresse tous les jours. C'est-à-dire que je deviens de meilleur en restant dans cette entreprise. Je me sens progresser constamment. Donc, c'est ce que permet du coup le feedback en mettant en évidence le comportement qui a induit l'erreur. Voilà. Et une fois que tu as suffisamment travaillé le feedback, alors tu peux passer au coaching, qui est une autre forme de management, qui est pour moi la forme ultime de management. Tu vas guider la personne, tu vas donner les ressources nécessaires pour atteindre un résultat
identifié à l'avance avec elle. Tu vas lui donner un œil extérieur. En Mhm. fait, tu vas lui dire, tu vois, là, tu es dans une phase de progression, c'est super, etc. Ou là, c'est plus compliqué, etc. Et aussi, tu vas écouter la personne. Elle va te donner ses feedbacks elle-même. Tu auras pu à les générer. Et pour un enfant, c'est pareil. Ouais, On y revient, mais on peut coacher son enfant, quoi. Oui. On voit effectivement qu'il est maladroit ou autre. Nous, effectivement, on fait ça avec Aurélie. Notre premier fils a des problèmes de posturologie, notamment de proprioception. Il se cogne souvent, etc. Il a hérité ça de moi, très clairement. Et on bosse du coup sa posturologie avec des exercices à faire tous les jours. Effectivement, on n'est pas en mode coaching, mais effectivement, on a identifié un comportement qui peut porter préjudice à court, moyen, long terme pour lui. Et on tâche de prendre les ressources nécessaires. On se forme pour ça, pour l'aider. Donc, c'est un coaching un peu déguisé en quelque sorte. On n'est pas à lui dire précisément, Nathan, qu'est-ce que tu veux comme ressource? Il n'a pas encore le développement cognitif pour le savoir. Mais on l'aide en fait. On identifie précisément les points de blocage pour l'aider à les dépasser par la suite. Tout à fait. Et donc tu vois là, moi c'est ça. Et faisant ça avec ton enfant, ça t'aide aussi dans ton rôle d'entrepreneur et vice-versa. En fait c'est ça. Ce que je voulais dire aussi, le dernier truc, le dernier principe que je voulais dire, c'est que tu peux pas connaître... Enfin, il y a deux choses. En fait, quand tu élèves un enfant, tu te rends compte que tu peux pas complètement comprendre quelqu'un, y compris ton enfant. Eh ben, un collaborateur, c'est pareil. Tu peux jamais complètement comprendre un collaborateur. Et finalement, tout ton job de manager, ça va être de le faire progresser sans jamais le comprendre, sans intervenir sur ses pensées intimes, sans essayer de dire, tiens, je vais le manipuler ou je vais lui dire comment il faut penser. Mais tu vois, ça t'apprend ça. Et puis l'autre truc, c'est que moi, je pense vraiment que être papa et être entrepreneur, en fait, c'est deux choses qui se nourrissent l'une et l'autre. Je pense que Alors, je dis pas que quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne sera pas un bon manager, mais je dirais qu'avoir des enfants, ça aide à être un bon manager. Et je pense qu'être un bon manager ou un bon entrepreneur, ça aide aussi à éduquer nos enfants. Et tu parlais d'un livre tout à l'heure. Moi j'ai vu un truc incroyable. Alors, je ne sais plus le nom, je crois que c'est Daniel Presley qui a sorti ce bouquin. Il y a quand même un Anglais qui a sorti un bouquin qui s'appelle Faire des enfants entrepreneurs. Je me suis dit, bon, je ne suis pas sûr qu'en France, on ait la culture. mais en fait, je me suis dit, ben oui, le fait que tu crées une entreprise, que tu essayes individuellement de développer de la valeur, de construire quelque chose de plus grand que toi, etc., pour tes enfants, ça peut être une sacrée inspiration, c'est une chose, mais aussi, ça va t'inciter à leur donner quelque chose qui, je pense, manque malheureusement dans notre société aujourd'hui, c'est la capacité à s'en sortir soi-même. Moi, je suis un peu consterné même par moment, par, dans notre société, le fait qu'on oublie facilement que oui, il faut être collectif, oui, peut-être c'est nécessaire qu'il y ait des mouvements collectifs pour faire évoluer la société, mais avant tout, il faut savoir se prendre en charge soi-même, et je pense que c'est le rôle de l'éducation, de pouvoir s'en sortir soi-même. Moi, je le dis souvent encore à mes enfants. Moi, j'ai des enfants, tu sais, dans différents domaines qui peuvent être actifs collectivement, etc. Mais je leur dis toujours, oui, mais c'est bien d'être actif. C'est bien, tu vois, par exemple, j'ai une fille qui est psychologue, et elle me dit, les psychologues ne sont pas reconnus à leur juste valeur, donc je vais manifester, etc. Et je leur dis, d'accord, moi je pense que c'est important, tu as raison, mais qu'est-ce que tu fais pour toi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire pas être reconnu? Comment toi, à titre individuel, tu pourrais être plus reconnu? Que ce soit d'ailleurs en termes de notoriété, de valeur d'argent, etc. Peu importe. Mais il ne faut jamais oublier ça. C'est qu'en fait, oui, tu peux contribuer à un niveau collectif, mais n'oublie jamais qui tu es, qui tu veux être, etc. C'est quand même le plus important dans la vie. Donc moi, ça fait vraiment partie des valeurs que j'ai essayé de transmettre à mes enfants. Même s'ils ne sont pas entrepreneurs, je pense qu'il faut être entrepreneur de sa vie. On en revient à cette notion de responsabilisation et de laisser les enfants faire les choses et assumer les conséquences. Il y a les deux. Tu vois, responsabilisation, ça peut avoir le sens, je dois être responsable vis-à-vis de la société. Et c'est vrai qu'il faut être responsable. Mais aussi, je dois être responsable de moi-même. De soi-même, bien sûr. Et bien avoir ancré au fond de moi. Et ça, je pense que c'est une caractéristique des gens qui fondent une entreprise, c'est de te dire, non, mais je vais le faire.
Moi, c'est moi, personnellement, je vais le faire. Il faut les deux. Responsabilité par rapport à notre société, mais aussi, je pense que c'est important d'éduquer nos enfants pour qu'ils soient capables de dire non, je ne suis pas d'accord avec cette situation, mais je ne vais pas attendre qu'elle se résolve toute seule. Je vais, pour moi, changer mon environnement. Je vais être proactif dans le changement. Le ciel t'aidera, hein, c'est le principe. Comment? Aide-toi et le ciel t'aidera. Oui, c'est ça, complètement. On est en plein dedans, quoi. Fais le premier pas. Fais la chose qui va te transformer, toi, déjà. La première chose, la personne qui est la plus importante dans ta vie, c'est toi. Hein. Oui, puis il faut être égoïste pour être altruiste. Ben, c'est ça. C'est vrai qu'il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du vase. En fait, ton vase, au niveau d'énergie, de santé, de ressources, de finances et j'en passe, tant que le vase ne déborde pas, ne donne pas. Ouais. Parce que en fait, tu prends sur toi pour donner à quelqu'un d'autre. C'est clair. Donc déjà, pense à toi avant de penser au groupe. Et en pensant à toi, tu pourras penser au groupe par la suite. Exactement. Et ça, je pense que quand tu es entrepreneur, tu es peut-être un peu mieux placé qu'un autre pour le transmettre à tes enfants. Par l'exemple, mais aussi dans le discours. Parce que tu n'es pas protégé par une société ou par un État qui, souvent, te met plus des bâtons dans les roues que ne t'aide à progresser. Mais c'est sûr. En tout cas, ça veut dire que tu as choisi la voie du développement par soi-même plutôt que en attendant qu'on te développe. Voilà. Mais comme pour les sportifs, qui également font ce chemin-là. Tout à fait. Ouais. C'est la même démarche. Mais en fait, tu vois, donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est formidable d'être papa et d'être entrepreneur à la fois parce que c'est extrêmement pas compatible, mais ça se nourrit l'un l'autre. C'est extrêmement complémentaire. C'est ça que je voulais dire. Complètement. Merci Cédric. Un grand plaisir. Vraiment, j'ai adoré cet échange et cet épisode. Et au final, on a balayé les 4 piliers de ODM, outil de manager, au travers de la parentalité. Donc, c'est assez drôle de faire le parallèle entre les deux. Et tu l'as très bien fait d'ailleurs. C'est extra. Est-ce que tu as un mot de la fin à rajouter par rapport à... Non, en fait, c'est ce que je veux dire. Vraiment, moi, mon conseil fondamental par rapport à un papa qui serait entrepreneur, c'est c'est pas incompatible. Et donc, vas-y, quoi. Le moment que tu passes avec ton enfant, il reviendra pas. Il se reproduira pas. Donc, il faut que tu sois à 100% avec ton enfant quand tu es avec lui. Et en plus, tu vas voir, ça va te faire progresser en tant qu'entrepreneur. Donc, que du bonheur, quoi. Complètement. Et ouais, super sujet. Et on mettra du coup en ressources avec Quentin le lien vers une de tes formations. Ouais, ok. Qui parle, dont tu as parlé de façon un peu plus en filigrane, à savoir système d'organisation réaliste. Oui. Justement, tu expliques précisément voilà, comment mettre en place son agenda, cette notion de souplesse, se parler avec le taquet, que tu as très bien. Le taquin, pardon. Taquin. Tout à fait. Taquin, c'est le taquet, je crois. Taquet, je sais jamais. Je crois. Que tu as très bien fait. Donc, on mettra ça en ressources pour les gens qui veulent aller plus loin. Et du coup, gagne du temps en fait en passant par ce biais-là. Avec plaisir. Merci infiniment et puis au plaisir de faire un épisode 2 à l'occasion pour d'autres sujets que je n'ai pas pu aborder, notamment le sport, tu vois. Donc d'ici quelques mois, pourquoi pas te réinviter sur le podcast. Ouais, sans problème. Et bah super Cédric, merci à toi. Merci. Salut. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai adoré cette conversation avec Jérémy. C'est toujours un énorme plaisir de discuter avec lui. Je te rappelle que j'ai fait une petite série de mails absolument salvatrice. Si jamais tu as des problèmes pour arbitrer entre ta vie perso et ta vie professionnelle, ou tout simplement si tu as du mal à t'organiser. Et pour accéder à cette série de mails et avoir mon système d'organisation réaliste, il suffit que tu cliques sur le lien qui est en descriptif. À bientôt.